Un énorme scandale secoue toute l'Amérique ces jours-ci. Le cadeau très médiatisé et pompeux du Qatar à Donald Trump s'est avéré dangereux pour la vie du président américain. L'avion présidentiel n'a pas pu ramener Donald Trump chez lui depuis la Turquie après le sommet de l'OTAN, car une faille dangereuse y a été découverte. Et cela même après des contrôles approfondis du service secret. Imaginez, c'est un vendredi soir, vous êtes journaliste, vous dînez chez vous avec votre famille et soudain des agents fédéraux sonnent à votre porte, avec une assignation à comparaître qui exige que vous témoigniez sous serment devant un grand jury et, en fait, que vous révéliez vos sources, simplement parce que votre article dans le journal n'a pas plu au président Donald Trump. C'est exactement ce qui, selon le New York Times, est arrivé à 4 de ces journalistes. Leur faute, aux yeux de l'administration Trump, est d'avoir publié un article sur le nouvel Air Force One, ce luxueux avion offert à Trump par le Qatar, et que Trump a été contraint d'abandonner en Turquie après le sommet de l'OTAN, car il s'est avéré dangereux. Dans cet épisode, nous allons analyser précisément ce que les journalistes du New York Times ont écrit, ce qui a déclenché cette chasse contre eux. Pourquoi l'avion offert pour 400 millions de dollars est-il devenu un sujet aussi sensible ? Comment la Maison-Blanche et le ministère de la Justice des États-Unis expliquent-ils ce geste sans précédent avec des agents sur le pas de la porte des journalistes ? Pourquoi tout cela n'est-il pas un simple épisode isolé, mais un nouveau maillon dans la longue chaîne de pression exercée par Donald Trump sur la presse ? Je m'appelle Alexei Petchy, discutons ensemble de tout ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne. Nous approchons des 300 000 abonnés et je vous serai personnellement reconnaissant pour votre soutien. Abonnez-vous pour ne rien manquer. C'est un avion vraiment unique. Il était considéré comme l'avion le plus luxueux du monde au moment de sa construction. Il a été construit à un niveau qui ne sera probablement jamais revu. Et si la presse le souhaite, je ne sais pas si cela m'aidera pour les articles, je ne pense pas qu'ils seront différents. Mais ce que nous allons faire, c'est vous emmener pour une petite visite rapide. La presse va en fait, regardez-les, ils sourient vraiment, est-ce que vous souriez ? Alors, commençons par ce qui s'est réellement passé. 4 journalistes du New York Times, Julian Barnes, Eric Lipton, Tyler Pager et Eric Schmidt, ont reçu des convocations du ministère de la Justice des États-Unis d'Amérique. Ils ont été contraints de témoigner devant un grand jury fédéral à Manhattan dès mercredi prochain. Et ce qui donne à cette histoire une dureté presque cinématographique, c'est que certaines des convocations ont été remises aux journalistes directement à leur domicile par des agents fédéraux, et ce, un vendredi soir. La formulation des convocations est délibérément vague. Les journalistes sont convoqués pour témoigner, je cite, « en lien avec une violation présumée de la loi pénale fédérale. Aucune précision, aucune loi n'est mentionnée. » Et les convocations ont été délivrées par le procureur du district sud de New York, Jake Layton, celui-là même que Trump a récemment proposé au poste de directeur du renseignement national. Ce qui ne fait que suggérer que, en réalité, c'est Donald Trump lui-même qui convoque les journalistes au tribunal. La réaction du journal New York Times a été immédiate et tranchante. Le principal juriste de la rédaction, David McCraw, a déclaré que l'apparition des forces fédérales sur le seuil des maisons des reporters, je cite, « devrait choquer la conscience de tout Américain qui croit en la Constitution ». Il a qualifié cela d'acte effronté et l'a directement décrit comme une tentative d'empêcher la société de savoir ce qui se passe dans le pays en intimidant les journalistes. Le New York Times a annoncé qu'il allait contester ces assignations en justice, les qualifiant de menaces directes à la capacité de la presse de recueillir des informations dans l'intérêt du public. Mais pourquoi tout cela a-t-il commencé ? Tout a tourné autour d'un cadeau. L'année dernière, Manso, je rappelle que le gouvernement du Qatar a offert à Donald Trump l'Air Force One. C'est un Boeing 747 qui a subi une coûteuse modernisation d'environ 400 millions de dollars et qui est entré en service littéralement la semaine dernière. La semaine dernière, Trump l'a présenté au public avec faste et s'est même envolé à son bord pour la Turquie pour assister au sommet de l'OTAN. C'est là que les journalistes du New York Times ont découvert un élément gênant. Mercredi, le journal, citant des sources anonymes, a rapporté que le Secret Service avait fortement recommandé à Donald Trump de quitter le récent sommet de l'OTAN en Turquie. Pas à bord d'un tout nouveau Boeing du Qatar, mais sur une vieille version de l'Air Force One. Et tout cela pour des raisons de sécurité.
Et le lendemain, la publication a ajouté un détail encore plus piquant, déclarant que l'avion offert par le Qatar, comme il s'est avéré, manquait, je cite, des systèmes de défense qui étaient en présence sur l'ancien modèle, y compris des capacités antimissiles avancées. En d'autres termes, l'avion ne dispose pas de défense anti-aérienne ni de défense antimissile. Et cela alors que l'Iran a commencé à menacer ouvertement d'éliminer Donald Trump. Réfléchissez bien au contexte. Tout cela se passait au moment où la fragile trêve entre les États-Unis et l'Iran s'est effondrée. Les États-Unis frappaient l'Iran et Téhéran attaquait les pays arabes du Golfe Persique. La Turquie, prosti où Trump est arrivé à bord d'un avion offert par le Qatar, partage une frontière avec l'Iran, donc c'est tout près. Trump a lui-même reconnu que l'Iran pouvait vraiment l'éliminer. Après cela, il se passe ce qui suit. Trump arrive au sommet de l'OTAN à Ankara à bord de son nouvel avion. C'est pompeux, c'est beau. Mais pour rentrer chez lui, aux États-Unis, il prend une toute autre route. Et en plus, il repart à bord de l'ancien avion, qu'on a rapidement amené en Turquie. C'est amusant lorsque l'on a demandé à Trump pourquoi il avait changé du nouvel avion à l'ancien, il a répondu qu'il prenait l'ancien appareil, je cite, en souvenir du bon vieux temps. Mais l'article du New York Times suggérait autre chose, que le précieux cadeau du Qatar est tout simplement moins protégé contre les missiles. Et en fait, l'avion présidentiel américain vole tout près de l'Iran, avec lequel les États-Unis sont en guerre. Pour le président Trump, qui répète qu'il est la cible numéro 1 sur la liste iranienne, les publications affirmant que son nouvel avion est moins bien protégé portent un coup à la fois à son image et à son récit politique. Bien sûr, les autorités américaines ont leur propre version, qu'il faut également présenter. La Maison-Blanche a rejeté les critiques concernant la sécurité de l'avion. Le porte-parole Stephen Chun a déclaré que le nouvel Air Force One est un avion ultramoderne, équipé des protocoles de sécurité les plus avancés. De plus, il a en fait transformé cette accusation en un prétendu avantage. Selon lui, l'Amérique a de nombreux ennemis qui visent le président Trump et les autorités utilisent, je cite, tous les moyens, y compris la diversion et la désorientation. Le changement d'avion a ainsi été présenté comme une manœuvre astucieuse et non comme un aveu de vulnérabilité. Le ministère de la Justice des États-Unis, de son côté, a élaboré une ligne de défense clé. La cible, disent-ils, ce ne sont pas les journalistes, mais les fonctionnaires qui divulguent des informations secrètes. La question est la suivante. Si tout va bien avec l'avion, alors quelle information secrète les fonctionnaires auraient-ils pu divulguer? Pourquoi tout ce remue-ménage alors? On affirme que, selon le ministère de la Justice, si les journalistes révèlent leurs sources et dénoncent les fonctionnaires qui leur ont transmis l'information, ils ne risqueront rien pour leur article. Le représentant du ministère de la Justice a précisé que l'administration Trump s'inquiète des personnes divulguant des données classifiées, pas des journalistes. C'est un argument fondamental. Donc, officiellement, ces convocations visent, soi-disant, les fuites, et non la presse. Mais il y a un détail qui, selon les critiques, révèle le véritable sens. Avant la publication de l'article du New York Times, mercredi, un haut responsable du FBI a appelé l'un des journalistes et un rédacteur du journal pour leur demander de retenir cet article et de ne pas le publier pour l'instant. Bien sûr, sans expliquer pourquoi. Imaginez simplement, un responsable du FBI appelle un journaliste et un rédacteur et dit « Je sais que vous préparez un article, ne le publiez pas, non, en aucun cas ». Il a également demandé à ce qu'on lui révèle les sources de cet article, mais les deux employés du New York Times ont refusé de le faire. Et après cela, des convocations ont été envoyées. Pourquoi toute cette histoire est-elle importante? Voici l'essentiel pour comprendre l'ampleur de la situation. Ce n'est pas un cas isolé. Comme le notent les médias américains, l'envoi de convocations marque une nouvelle escalade dans des efforts de longue date de Donald Trump pour mettre les médias au pas et les contrôler. La chaîne est très longue. Règlement financier à l'amiable avec ABC News, accord avec l'émission 60 Minutes sur CBS, action civile et poursuite, action fédérale contre le Wall Street Journal, le Washington Post, la BBC, CNN, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Plus tôt cette année, le FBI a perquisitionné la journaliste du Washington Post, Hannah Nathanson, et a saisi ses téléphones et ses ordinateurs portables dans le cadre d'une enquête sur, encore une fois, des fuites. Elle relatait les efforts de l'administration pour réduire l'appareil fédéral. Ils lui ont demandé « Qui t'a donné ces infos ?»
Allez, donne ton téléphone, ton ordinateur, tout, on commence la perquisition. On va te mettre la pression, excuse-moi, pourquoi tu parles de tes sources? Donne-les-nous vite. Bon, je ne parle même pas du fait que Trump insulte constamment les médias. Fake news, c'est sa phrase préférée. Mais ça, c'est complètement insensé. Il insulte tout le monde comme il veut et apparemment, il considère ça comme la liberté d'expression. Cependant, une nuance importante donne de l'espoir. Il n'y a pas si longtemps, le Washington Post et le Wall Street Journal menaient une bataille juridique secrète contre les tentatives du gouvernement Trump d'obtenir des assignations pour leurs journalistes. Dans ces cas, le ministère de la Justice a retiré ces assignations, montrant un précédent où le pouvoir a reculé. Les défenseurs des droits de l'homme sont très clairs. Le chef du comité des reporters pour la liberté de la presse, Stephen Adler, a déclaré que la liberté de la presse est, en fin de compte, le droit de la société elle-même de savoir comment le pays est gouverné. Le représentant de la Fondation pour la liberté de la presse, Seth Stern, a prononcé une phrase qui résume probablement toute cette histoire. Lorsque le gouvernement affirme qu'il enquête sur un journaliste ou des journalistes au nom de la sécurité nationale, en réalité, il protège le plus souvent sa propre réputation, rien de plus. Conclusion. Officiellement, c'est une affaire de fuite de données secrètes, liée à l'avion du président des États-Unis. Mais si l'on met de côté toutes ces formulations officielles, il ne reste que ceci. Les journalistes ont écrit une vérité dérangeante sur le cadeau provenant du Qatar. Ils ont simplement décrit les faits tels qu'ils étaient. Et après cela, des agents fédéraux viennent chez eux le vendredi soir avec des convocations. La Maison-Blanche appelle cela une protection contre les fuites et une préoccupation pour la sécurité. Le New York Times et des défenseurs des droits de l'homme dénoncent une intimidation de la presse et une atteinte au premier amendement de la Constitution américaine. Voici l'essentiel. Si des journalistes risquent des poursuites pour avoir écrit que l'avion présidentiel étant moins protégé contre les missiles, la question ne concerne plus le Boeing. La question est de savoir ce qu'on peut écrire sur le pouvoir dans un pays qui, il y a 250 ans, s'est construit sur le droit de le faire. Sur le droit plein et entier à cette fameuse liberté d'expression. Puis Donald Trump arrive et dit « Je me fiche de votre liberté d'expression ». Comment est-ce possible? Un certain journal, le New York Times, a osé écrire qu'il y avait un problème avec mon avion. Et pour finir, je vais ajouter un détail très important. Voici les partisans de Donald Trump qui crient tous ensemble que c'était un cadeau du Qatar. Genre, l'avion lui a été donné gratuitement. Mais ils n'oublient pas d'ajouter que son rééquipement, sa modernisation et ses réparations ont coûté 400 millions de dollars pris dans la poche des Américains. Et au final, cet avion n'est même pas capable de transporter le président américain de la Turquie jusqu'en Amérique. Je mets des points de suspension. Donnez votre avis et écrivez vos conclusions en commentaire. Abonnez-vous, aimez et activez la cloche sur cette chaîne YouTube. Et si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire en faisant un don via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, au revoir.